OK. Bonjour à tous et bienvenue en conversation. Je m'appelle Irène Meromba, et je suis la correspondante communauté pour les régions francophones chez Kuja. Chez Kuja, nous bâtissons une communauté dynamique, voire visible, et pour les organisations locales à travers les pays du Sud. Et c'est pourquoi ce webinaire est vraiment inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre mission. Le thème d'aujourd'hui, c'est rédaction de propositions 01. Et, on- et cette rédaction, vraiment, ça fait partie et c'est adéquat en fait avec notre engagement envers l'implication des voies locales, la localisation, décolonisation de l'aide et transfert du pouvoir. Donc, cette conversation est importante. Elle met en lumière les questions clés qui touchent notre communauté, éclaircit et façonner la manière dont nous soutenons et connectons grâce à la connaissance et à la solidarité. Donc, avant de commencer, juste quelques remarques rapides. Ce webinaire sera présenté qu'en français et ne sera pas traduit dans aucune autre langue. Donc, c'est important aussi de noter ça. Donc, c'est pour les francophones. N'hésitez pas aussi à vous présenter dans le chat. Dites-nous qui vous êtes, votre organisation et votre pays d'intervention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à poser pendant la présentation. Et merci aussi de les poser à tout moment dans le chat. Et on va essayer d'y répondre le plus possible pendant la session de questions-réponses. Alors, aujourd'hui, notre intervenant est Monsieur Raymond Sousa, fondateur de Eternal Sparks Consulting à ESC et président du conseil d'administration du Muslim Philanthropy Network, deux organisations qui se consacrent à la mobilisation de ressources pour l'impact social, la philanthropie et le développement durable. Sous sa direction, euh, OS, OSC a collecté plus de 30 millions de dollars pour des organisations à but non lucratif, des entreprises sociales et des organisations communautaires au Canada et à l'étranger. Alors, je vous passe la parole. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Merci d'être venu à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je m'appelle Raymond Sousa, je suis le directeur général de Eternal Sparks Consulting et ça me fait vraiment plaisir d'animer ce webinaire sur la rédaction de propositions avec un lien avec la décolonisation. Je vais commencer, juste avant de commencer en fait, quelques petits trucs. Je pense que le chat, parfait. En fait, maintenant, ça marche. C'est génial. Donc, si vous pouvez vous introduire dans le chat, juste pour savoir qui est là, un petit mot sur vous, sur votre organisme, ça serait génial. Et de mon côté, je vais commencer à partager mon écran. Parfait et parfait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction de propositions, une des étapes les plus importantes dans l'obtention de subventions, mais ce n'est pas la seule. Par contre, d'habitude, la plupart du temps, les gens pensent que c'est la plus importante. Je pense personnellement que toutes les étapes sont également importantes, mais bien évidemment, celle-ci l'est aussi. Donc, on va commencer par quelque chose d'un peu inconventionnel qui est pourquoi commencer par le budget. Et donc la plupart du temps, quand vous écrivez vos demandes de subvention, vous commencez par le texte. Mais moi, je vous conseille énormément de commencer par le budget. Et pourquoi? De un, ça va vous forcer à imaginer ce que vous allez faire lorsque l'argent va être ou lorsque l'argent sera reçu, lorsque vous obtiendrez une subvention quelconque, et ça vous forcerait de vraiment penser, OK, donc si j'obtiens une subvention de 50 000 $, où est-ce que je vais la dépenser? Et ça, c'est très important parce que, en gros, c'est ça que les bailleurs de fonds vont regarder avec grand détail. Et donc là, vous allez penser à vos salaires,
vous allez penser à vos coûts de promotion, à vos coûts d'évaluation, à tous ces coûts-là qui constituent votre projet. Des fois, et malheureusement, les collecteurs de fonds, ils écrivent tout leur texte est très beau, ils ont pris des jours et des jours à vraiment rédiger quelque chose qui marche, mais à la fin, ils arrivent à leur budget. De un, ils sont fatigués, c'est proche à la date limite, ils le font rapidement et ça ne correspond pas au texte qu'ils ont déjà écrit. Ou peut-être ils vont se dire, ah mince, j'ai pas pensé à ça. Et donc, ils doivent repartir, re-rédiger. Et peut-être qu'il y aura des petites lacunes ici et là-bas. Et donc, c'est important de vraiment, vraiment commencer par le budget pour ne pas avoir de problème et avoir une vision claire de l'implémentation du projet avant même d'écrire. Parfait. Les bailleurs de fonds, ils consultent souvent les chiffres en premier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir de un, ils ont beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup de personnes qui appliquent à leur appel à proposition. Et donc, ils regardent le budget pour voir, de un, des fois, le professionnalisme des organismes qui appliquent. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. La rédaction du budget vient avec une certaine expertise aussi. Et on va avoir un exemple plus tard dans ce webinaire. Et donc, c'est vraiment important de prendre le temps de rédiger un budget qui fait du sens, un budget qui est réaliste. Ça, c'est aussi très important d'avoir des salaires qui sont en lien avec les coûts du marché, d'avoir des petites notes qui expliquent chaque ligne budgétaire. Et donc, ça, c'est vraiment un conseil que je vous propose. Le budget, il doit aussi refléter les priorités de l'organisme, l'équité et la rémunération juste et les pratiques décolonisées. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est vraiment essayer de bien payer ou les personnes qui vont diriger le projet. D'accord? euh, Incluez-les dans le budget de manière transparente et où vous êtes en train de- d'aller vers l'avant dans ce but de décoloniser le secteur à but non lucratif. Je sais que la plupart de vous sont des participants qui vivent dans des pays qui ne sont pas dans l'Occident. Et donc, c'est des pays qui ont été exploités historiquement par l'Occident. C'est pour ça que la collecte de fonds, c'est vraiment un devoir très important et la décolonisation vient main en main avec ce devoir. Et le budget, c'est une des petites étapes. Chaque budget que vous écrivez est une étape, pardon, vers l'avant que vous prenez. Et donc, par exemple, un des exemples, c'est rémunérer les gardiens du savoir communautaire plutôt que seulement les consultants ou les conseillers. Et l'idée ici, c'est que lorsque vous engagez avec la communauté locale pour faire des activités participatoires ou pour juste les engager pour un peu de savoir-faire, un peu de connaissances sur la communauté rurale, par exemple, dans laquelle vous êtes en train de travailler, euh, payer ces personnes d'une façon équitable, d'une façon qui les aide à grandir, qui leur donne du pouvoir et de l'autonomie. Et donc, ça, c'est très important. Parfait. Donc, une seconde. Parfait. Donc, une petite astuce rapide, c'est chiffrer ce qui compte le plus en premier. Et ce que je vais vous dire, c'est vraiment le temps des personnes qui sont impliquées. La plupart du temps, n'hésitez pas à prendre l'opportunité lorsque c'est possible d'offrir des emplois, même si c'est des emplois à court terme, à des personnes lorsque vous faites des projets. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment mettre en tête et ça va avancer vos objectifs ou les objectifs de la subvention, les objectifs du projet. Mais si vous avez la possibilité, essayez le plus que vous pouvez
de mettre une bonne partie de la subvention vers les salaires, vers les honoraires, pour rémunérer les personnes qui sont impliquées dans le projet. Parce que le secteur à but non lucratif, malheureusement, il a cette réputation d'être un secteur bénévole. Mais bah, franchement, ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur. J'ai travaillé avec plus de 100 organismes à but non lucratif. C'est très, très, très rarement que les organismes qui sont dirigés ou maintenus par des bénévoles qui sont ceux qui réussissent le plus. C'est un secteur où des emplois sont nécessaires, de bons emplois, et donc quand vous rédigez vos subventions, c'est vraiment important de rémunérer les personnes impliquées. Parfait. Maintenant, on va parler des sections principales d'une demande de subvention ou lorsque vous rédigez une demande de subvention. Donc, de un, on a le budget qu'on a déjà parlé. De deux, on a les besoins. Et donc ça, c'est très important. Les besoins, c'est vraiment la description du problème que vous êtes en train de faire face ou d'engager. Et, euh, et ce que je vais vous dire, c'est je vous recommande très fortement d'utiliser des références et des statistiques lorsque vous parlez des besoins. Ça donne une ère de professionnalisme, d'expertise. Vous avez pris le temps d'utiliser des sources académiques lorsque ou dans la rédaction de cette partie de la subvention. Je vous recommande aussi de montrer l'urgence du besoin que vous êtes en train de lutter contre, par exemple. Euh, et cette urgence, pourquoi c'est important? Parce que vous voulez vraiment capturer l'œil et même le cœur du lecteur. D'accord? Ça ne veut pas dire mettez toutes les émotions possibles dans cette partie. Mais ça veut dire, par exemple, dire qu'il y a eu une augmentation de la demande de services de 400%, par exemple, dans les dernières 5 années. La crise de Covid ou la pandémique a fait surgir ces nombres et notre organisme est dans l'incapacité de desservir toute la population qui vient nous voir. D'accord? Ça montre tous les deux que vous êtes là, vous êtes présents, en train de lutter et de travailler sur le terrain, mais aussi vous êtes clair, vous êtes en train d'utiliser des chiffres, vous avez pris le temps de quantifier ce besoin et vous savez ce que vous avez besoin pour vraiment combler ce besoin et réussir un projet. Donc ça, c'est la section de besoins. Après, vous avez les objectifs et les résultats. Maintenant, ce que je vous dis pour les objectifs, c'est la chose la plus importante, c'est que ces objectifs doivent être alignés avec les objectifs philanthropiques du bailleur de fonds. Ça, c'est la chose la plus importante. Et ce que ça veut dire, c'est que vous prenez le temps de lire et de faire de la recherche sur les bailleurs de fonds euh, qui qui lancent leur appel à proposition. Et je vous recommande même d'utiliser leurs propres mots lorsque eux, bien sûr, la plupart du temps, ils publient leurs objectifs de cet appel particulier. Et donc, je vous recommande de lier vos propres objectifs avec les objectifs philanthropiques du barre de fonds. Bien sûr, il y a un équilibre dans cette affaire. Ça ne veut pas dire que vous écrivez tout mot pour mot. Vous avez votre propre projet avec des circonstances définies, avec des contextes définis. Et donc, c'est vraiment important de juste tisser ce lien. Après, les résultats, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire durant ce projet? Quels sont les résultats que vous espérez atteindre? Et là, c'est aussi, on revient vers la quantification. Vraiment essayer d'avoir des indicateurs qui sont définis
où vous prenez vraiment le temps de penser, bon, combien de personnes vont être desservies? Quelle va être l'augmentation espérée, on va dire, de, par exemple, euh, le nombre de personnes qui ont accès à l'eau potable, par exemple. On va avoir une augmentation de 45% dans ce village. Ça, c'est un exemple quelconque. Ou si vous êtes en train de faire un entraînement virtuel, combien de personnes vont être satisfaites avec ce webinaire, par exemple. Et vous êtes vraiment en train de créer des résultats qui sont en lien avec vos objectifs, qui sont quantifiés. Donc, vous avez vraiment des chiffres qui sont présents, et des chiffres tous les deux en termes de nombre de personnes impactées, mais aussi avec des pourcentages de réussite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien sûr très important à penser. Après, vous avez les activités et la chronologie. Ça, c'est aussi très important. Maintenant, les activités, ça, c'est aussi une section qui, là, des fois, est mal faite dans ces demandes de subvention. Et les activités, c'est vraiment pensez à toute la chronologie et tout le chemin de vos projets et de les classifier en quelques sections différentes. Donc, la première section, par exemple, c'est la planification et le recrutement du personnel. D'accord? Donc, vous prenez quelques mois au début de votre projet pour engager des professionnels à gérer et à délivrer le projet. D'accord? Et donc ça, c'est par exemple 3 mois. Donc vous faites, si on a un projet qui dure un an, de janvier à décembre, vous faites de janvier à fin mars, on est là en train de recruter, de faire une planification stratégique. Et par exemple, d'avril jusqu'en septembre, octobre, c'est là où on a une exécution. Et durant l'exécution, on peut même couper en plusieurs parties où vous avez vraiment pensé au temps que ça va prendre euh, diriger ce projet, de faire ce projet et que les activités sont très claires. Bien sûr, on peut parler d'une multitude de projets, mais les choses les plus importantes, c'est que ces périodes de temps soient réalistes, très très réalistes, où c'est clair que vous avez bien pensé à ces différentes plages temporelles euh, et que les activités sont aussi en lien avec les objectifs, que sont spécifiques, donc sont vraiment réalistes. Donc ça, c'est très important. Après, on a l'évaluation et l'impact. Donc là, on revient aux résultats qui sont espérés. On a des indicateurs qui sont là pour nous guider, d'accord, selon les résultats qu'on a espéré faire, mais aussi, donc on a peut-être un log frame, ou donc c'est un tracker, c'est un tableau qui nous permet de voir les différences entre nos résultats espérés et nos résultats actuels. Et on parle aussi des méthodes d'évaluation qu'on va déployer durant le projet. La plupart du temps, on parle de euh, sondage, d'accord? Donc ça, c'est une méthode, probablement la méthode que je vois le plus. Donc c'est les sondages qui sont déployés ou administrés aux participants du programme, aux personnes impliquées. Mais aussi, on a aussi des groupes de focus en particulier qui sont utilisés. On a des rapports qui sont remplis par des personnes impliquées aussi. Donc, tout ce que vous pouvez mesurer pour évaluer votre programme, vous écrivez votre processus d'évaluation dans votre demande de subvention. Et donc ça, c'est aussi très important à mentionner. Et finalement, on a la capacité organisationnelle et les partenariats. Je pense que cette section est une des plus importantes. Juste un petit commentaire. Euh, Bien évidemment, ça, c'est des sections principales. La plupart du temps, chaque demande de subvention va avoir ses propres questions particulières. D'accord? Mais la plupart du temps,
on retrouve ces points ou ces sections principales dans toutes les demandes de subvention. Ça ne veut pas dire que ça va être les seules sections et ça ne veut pas dire que c'est toutes les demandes de subvention qui vont suivre ce modèle. D'accord? Mais lorsque vous prenez le temps de penser à chacune de ces sections, là, vous êtes vraiment sur le bon chemin de rédiger une bonne demande de subvention. Donc, la capacité organisationnelle, ça parle de vous-même comme organisme et ça montre au lecteur ce que vous avez fait dans le passé, votre focus comme organisme, votre mission, votre vision, les projets que vous avez fait dans le passé, l'ordre de grandeur de ces projets. Je vous encourage de dire, par exemple, si vous avez travaillé sur des projets à l'ordre de grandeur de plusieurs millions, mentionnez-les. Des projets un peu plus petits, si vous n'êtes pas arrivé à ce stage, mentionnez l'ordre de grandeur des projets. Ça donne de la confiance aux bailleurs de fonds que vous avez la possibilité et la capacité de d'accepter leurs fonds et de prendre ces fonds-là et de délivrer un impact qu'ils sont en train de chercher. Après ça, on a les partenariats. Donc ça, cette section est très importante et ça leur montre que vous êtes en train de travailler avec les communautés où vous êtes présente. Ça montre que les personnes de cette communauté ont confiance en vous. Vous avez des partenariats avec, par exemple, des membres du gouvernement, des membres du Parlement, euh, d'autres organismes communautaires qui font un travail un peu similaire au vôtre ou complémentaire. Et ce que je vous encourage de faire, c'est attacher des lettres de soutien avec votre demande de subvention. D'accord? Parfait, on continue. Maintenant, décoloniser la rédaction de propositions. De un, c'est important de reconnaître le déséquilibre des pouvoirs dans la philanthropie. On a déjà parlé de ça rapidement. L'idée ici, c'est que, bien évidemment, la plupart du temps, c'est l'Occident qui finance des projets dans le reste du monde. Et ça vient avec une reconnaissance de la colonisation passée, mais aussi du déséquilibre du pouvoir qui existe. Et c'est très important pour les personnes qui travaillent dans tous les autres pays du monde de lutter contre ce déséquilibre et de faire ça en utilisant, en prenant la collecte de fonds dans votre propre main. C'est vraiment ça l'idée. Et même si vous êtes en train toujours de demander de l'argent de ces personnes, personnellement, je pense que l'Occident doit continuer à payer en termes de réparation, mais aussi c'est vraiment important que vous preniez la collecte de fonds dans votre propre main pour autonomiser vos organismes le plus possible. Utilisez un langage dirigé par la communauté où vous êtes vraiment en train de parler des réalités locales avec honnêteté, transparence et que vous utilisez des mots qui sont propres à vous, qui résonnent avec vous. Et donc, c'est ça l'idée avec ça. Partagez la prise de décision lorsque vous concevez vos projets. Parlez avec vos communautés locales. Vraiment, prenez le temps de comprendre les différents besoins euh, que la communauté est en train de faire face et montrez ça dans votre demande de subvention. Respectez les savoirs autochtones et ceux de la diaspora. Et là, on parle de un, lorsqu'on parle de respecter les savoirs autochtones, donc les communautés indigènes de vos communautés, en gros, de vos villages, de vos villes. Prenez le temps de consulter avec eux, respectez leurs normes, leurs coutumes, euh, expliquez leurs normes et leurs coutumes dans vos demandes de subvention, mais aussi s'il y a des éléments de collaboration avec la diaspora, respectez, comprenez aussi des fois qu'on a plusieurs identités avec des membres de la diaspora qui peut-être viennent d'un pays, mais ont vécu toute leur vie dans un autre pays. Moi, je suis un exemple, je suis libanais,
mais j'ai vécu toute ma vie entre le Koweït, le Canada et les États-Unis. Et donc, ça vient avec des différences identitaires qui peuvent être bénéfiques même au projet que vous êtes en train de faire parce que vous pouvez travailler avec des personnes qui ont tous les deux les connaissances du pays d'origine, mais aussi des connaissances du pays, d'un autre pays qui peut être impliqué dans le projet. Éviter le cadrage du déficit. Donc ça, c'est important. Vous voulez vraiment mettre votre organisme en valeur. Donc vraiment essayer de mettre les atouts de votre organisme en valeur et vos succès parce que les bailleurs de fonds sont vraiment là en train de chercher les meilleurs organismes à financer. Budgétiser équitablement, on a déjà parlé de ça, salaire décent, achats locaux, renforcement des capacités. Parfait. Maintenant, c'est quoi les pièges qui sont assez courants? J'ai commencé par vous parler de l'incohérence entre le budget et le récit. Et donc ça, c'est très important. Donc vraiment une incohérence entre le budget et le texte. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer avec le budget parce que je pense que ça va vraiment vous mettre sur sur un bon chemin à rédiger une demande de subvention qui fait du sens, qui a quelque chose de concret qui va se passer à la fin. Et vous allez toujours avoir cette concrétisation dans votre tête lorsque vous écrivez votre texte. D'accord? Et donc, c'est pour ça que il faut commencer avec le budget parce que la plupart du temps, pas la plupart du temps, dans plusieurs cas, on voit cette incohérence. Donc, promettre trop par rapport aux ressources disponibles, ça c'est aussi très important, vous devez être réaliste. Donc, en gros, ce point, c'est vraiment soyez réaliste. D'accord? Ne dites pas qu'on va desservir 10 000 personnes dans votre projet où le budget c'est 50 000 $. D'accord? Il faut vraiment être réaliste. Il faut que, parce que les bailleurs de fonds, ils vont voir ce que vous êtes en train de leur dire et ils vont attendre des résultats similaires. Et donc, vous pouvez brûler votre connexion avec le bailleur de fonds si vous êtes trop ambitieux, trop ambitieux. Donc ça, c'est important. Utilisez du jargon, un cadrage colonial. Surtout le jargon ChatGPT. Vous rédigez une subvention et vous prenez tout de ChatGPT sans changer quelque chose, ça va se voir. D'accord? Il n'y a aucun problème d'utiliser ChatGPT, mais, euh, mais essayez le plus possible de changer quelques trucs, de faire en sorte que même si vous l'utilisez, tout est spécifique, tout fait du sens. Vous n'êtes pas en train de parler pour ne rien dire. En gros, ça, c'est quelque chose que je vois très, très, très souvent. D'accord? Le cadrage colonial, on a déjà parlé de ça aussi. Oubliez les coûts liés à la durabilité et au rapport. Et donc ça, c'est important parce que un projet, ça, la plupart du temps, c'est pour un an. D'accord? Sauf si vous avez une très bonne relation avec un bailleur de fonds. Et donc, c'est important de mentionner les coûts que ça prend de collecter des fonds et les coûts que ça prend de rédiger des rapports et d'évaluer votre projet dans votre budget. Et donc, ça, c'est quelque chose juste à penser. Parfait. Donc, maintenant, je vais vous montrer une idée de budget. Malheureusement, je n'ai pas un budget en français. Donc, je vais vous traduire ce budget qui est en anglais. Ce budget est assez intéressant parce qu'il est divisé par aussi des objectifs particuliers, d'accord? Donc, c'est divisé par des points de succès particuliers ou des sections particulières du projet, d'accord? Donc, ici, on parle de la complétion du premier projet ou du recrutement et de l'alignement avec les partenaires. D'accord? Et donc là, ce qu'on a, on a le montant qu'on est en train de demander et aussi ici, on a les notes. Donc là, on peut voir 15 heures par semaine à 50 $ de l'heure pour 20 semaines. C'est clair, c'est bien expliqué. Après, là, on a les voyages et les accommodations qui font partie du projet. Peut-être les personnes doivent se déplacer pour rencontrer d'autres personnes. Et donc là, on a 3 voyages à 1 000 $ par voyage. Ici, on a les matériaux des réunions. Et là, on l'a mis à 2 000 $. Et donc ça,
c'est quelque chose de petit, c'est pas obligé d'avoir quelque chose d'extrêmement spécifique. Après, ça, ce projet, c'était pour le développement d'un fonds d'investissement pour le développement de logements abordables pour des réfugiés au Canada. D'accord? Donc ici, on a des personnes qui sont impliquées dans le développement de ce fonds à 375 heures à 200 dollars par heure. Donc ça, c'est vraiment des spécialistes qui sont là pour créer le fonds. Un soutien légal à 10 000 dollars qui vont être là en train de revoir la documentation. OK, ici on a l'engagement des personnes impliquées du projet et vraiment de différents regroupements de webinaires où les personnes sont là en train d'être engagées. Donc on a 6 000 dollars pour le local, la nourriture et la logistique. D'accord? On a quatre événements à 1 500 dollars chacun. Ici, on a la coordination et la facilitation de ces événements. Donc ça, c'est le temps que le personnel va prendre d'organiser ces événements à 160 heures à 50 dollars de l'heure. Et ici, on a les matériaux qui vont être développés mais aussi le temps que ça va prendre de rentrer en contact pour inviter les différents investisseurs et vraiment de faire cette collecte de fonds. Donc, on a mis 20 000 dollars. La plupart du temps, donc ça, c'est le temps que le responsable de la collecte de fonds va mettre. Donc, c'est 400 heures à 50 dollars de l'heure. Parfait. Donc là, vous comprenez l'idée. Donc, c'est vraiment coupé selon différents, différentes sections, d'accord, du projet. Et là, on a des lignes budgétaires qui sont très bien spécifiées. Et on a ici l'administration. Ça, c'est quelque chose de très important à voir dans le projet aussi. D'accord? Donc ça, c'est un exemple d'un budget en particulier. Parfait. Je vais repartir ici. Maintenant, on a quelques conseils. Je vais juste ouvrir ce truc. Quelques conseils pour les petites organisations et celles dirigées par la diaspora. De un, si vous êtes trop petit, essayez de faire des collaborations. Engagez-vous avec des plus grands agents fiscaux. Je vous recommande de commencer dans votre pays d'origine, donc des organismes qui sont bien établis dans votre pays d'origine. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, essayez même de vous impliquer avec des organismes de diaspora qui sont enregistrés dans un autre pays peut-être occidental. D'accord. De deux, utiliser des statistiques locales et des expériences vécues plutôt que des données externes. Donc ça, c'est suivant le point que je vous ai mentionné, c'est vraiment essayer de promouvoir cette expérience locale, cette réalité locale et d'être authentique dans vos demandes de subvention. Montrer la durabilité au-delà du cycle de subvention. Donc là, vous voulez vraiment voir que vous avez montré que vous avez un plan de durabilité. Pensez à ce plan de durabilité pour votre organisme. Pensez à diversifier vos fonds. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ça, je vous rappelle du début de notre webinaire où je vous ai dit que la rédaction de subventions, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose. Et c'est parce que la collecte de fonds, c'est pas seulement la rédaction de subventions. Donc, on a la collecte de fonds individuelle aussi. Vous rentrez en contact avec des donateurs majeurs, vous faites de la collecte de fonds digitale, d'accord? Vous rentrez avec des partenariats d'entreprises, des parrainages d'entreprises. Donc, ne pensez pas seulement à des appels de subvention quelconques qui sont très franchement la plupart du temps sursouscrites, d'accord? Elles sont très importantes et peut-être même c'est la catégorie qui mène au plus de résultats, mais ce n'est pas la seule catégorie. Il faut vraiment, vraiment diversifier. Vous devez prendre le temps de diversifier votre collecte de fonds. Constituer une liste de prospects avant de rédiger. Ça, c'est toujours l'étape qui vient avant la rédaction de subvention. Donc, c'est la recherche de prospects. Et par exemple, avec Kuja, je suis en train de développer un cours sur la recherche de prospects en détail, avec ce lien aussi avec la décolonisation. Et donc, faire une bonne recherche de prospects,
de bailleurs de fonds potentiels. C'est vraiment là l'étape qui est vraiment essentielle où vous devez vraiment commencer avec ça pour vous assurer que les bailleurs de fonds que vous êtes en train de solliciter ont l'intérêt, ont la capacité de soutenir votre organisme. Parfait. Et c'est ça. Et donc maintenant, on arrive à cette période de questions-réponses. Je pense qu'on est vraiment parfait. Je voulais vraiment finir à 45. On est à 44. Et donc, je vais regarder vos questions. Je vois qu'on a quelques commentaires ici. Parfait. On a l'introduction de plusieurs personnes. Oui, bien sûr, Octave, je vais vous envoyer le module. Parfait, parfait. Donc, est-ce qu'on a des questions? Monsieur Raymond, pas de questions sur notre Q&A, mais là, je peux demander aux partenaires qui sont déjà connectés si, s'ils ont, oui, s'ils ont des questions, vous pouvez même les poster dans les chats. C'est mieux et plus facile. Ah oui, merci, monsieur Deo. On a des questions, vous pouvez juste continuer, vraiment. C'est possible dans les Ok. commentaires ou des questions. Mais vas-y. Prière de réexpliquer le point piège à éviter. On a nous entraîné aussi aux techniques de collecte de fonds. Euh, ça va prendre beaucoup plus qu'un webinaire, San. Donc, c'est quelque chose de très spécifique, ça prend du temps. On n'a que 15 minutes maintenant. Euh, Maintenant, je vais repartir sur le point de piège à éviter. Parfait. Donc, je vais repartager mon écran vite fait. OK. Donc, j'ai mentionné une incohérence entre le budget et le récit. Donc, ça, c'est lorsque le budget ne correspond pas au texte que vous écrivez. Donc là, il faut juste commencer avec le budget. Promettre trop par rapport aux ressources disponibles, faire en sorte que les résultats que vous êtes en train de montrer ou d'espérer avec le bailleur de fonds soient réalistes. Utilisez du jargon ou un cadrage colonial, ne parlez pas pour ne rien dire. Parlez spécifiquement de manière réaliste, avec un langage qui est compréhensible, neutre et qui fait du sens. Oubliez les coûts liés à la durabilité au rapport. Dans votre budget, mettez les coûts que ça prend de faire de la collecte de fonds et de faire l'évaluation de votre projet. C'est vraiment ça très directement. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Parfait. Justin, oui, il n'y a pas de problème. Génial, Octave. Alors là, je ne sais pas si on a toujours des questions à demander. Sinon, et je ne vais pas fermer personne. Je ne voulais pas. Bon, là, j'essaie aussi de consulter avec le Q&A, partie Q&A, question-réponse. Je vois qu'il y a une question. Bon, ok. Euh, C'est oui, 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 parfait. oui, oui, oui. Ok, vous avez levé la Ah main. non, pas. Non, non, j'ai cliqué sans faire exprès. Je pense que c'est bon, je pense qu'on n'a plus de questions. Je vous remercie. Ah, ici on a Deogratias. Oui. Merci de la parole. Vous,
pouvez également. Merci Justin, merci. J'apprécie votre commentaire. On va vous envoyer le module des Grassas. Il n'y a pas de problème. OK, donc là, c'est-à-dire, c'est le temps de clôturer, sauf si vous avez d'autres commentaires avant qu'on clôture, juste pour clôturer la session. Vraiment, c'est bon? Personnellement, c'est bon. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui et un grand merci à notre intervenant. À nos participants, nous espérons que la conversation d'aujourd'hui a suscité de nouvelles idées, j'espère, et vous a inspiré aussi, et vous a aussi permis de vous sentir un peu plus connecté à d'autres personnes qui interviennent dans les domaines divers et aussi à travers le Sud global. Et surtout, on est un peu éclairci, oui, sur les positions. Et juste pour un petit rappel, Kuja est une plateforme et une communauté en ligne qui amplifie le travail des organisations locales et les connecte à un public mondial. Donc, en rejoignant la famille Kuja, vous gagnerez la visibilité, les ressources et les opportunités de vous engager dans les conversations riches et globales comme celle-ci. J'espère que c'est vraiment riche et engageant. Enfin, nous sommes toujours ouverts aux questions, aux commentaires, aux idées de partenariat. En particulier, si vous êtes intéressé par une collaboration avec Kuja, n'hésitez pas à nous contacter. Toujours ravi d'entrer en contact. Donc, merci de nous envoyer un courrier. Et j'ai je crois que j'ai déjà partagé notre adresse mail. C'est info@kuja.org. Merci encore, merci mille fois et bonne soirée. Merci, bye bye. Bye.